Bien, bonsoir à tous. Alors, merci d'être... Pardon, et à toutes. Pardon, ça y est, j'ai déconcentré, j'ai mal commencé. Je reprends. Donc, bonsoir à toutes et à tous, ou à toutes. Donc, pour ce premier épisode d'un cycle de rencontres qu'on a appelé Résister à l'ère du temps. Donc, ce soir, c'est sur la question de la liberté de circulation et d'installation en utopie. On a prévu d'autres rencontres, notamment fin décembre, autour de l'ouvrage de Jean-Marc Rouillant sur un bilan de 10 ans d'action directe, et puis en projet également une rencontre autour de l'ouvrage d'Hugo Paletta, La possibilité du fascisme. Donc ce sera pour février. Voilà. L'idée, c'est d'avoir des rencontres un peu régulières où à la fois on échange des arguments j'aime pas trop le mot, pour armer un peu s'armer un peu en termes d'idées en tant que militant dans les différents collectifs dans lesquels on milite, et à la fois avoir un endroit où on peut discuter à gauche avec entre guillemets les personnes avec qui on milite et sur des points sur lesquels on peut avoir des désaccords d'analyse, mais trouver un cadre pour pouvoir discuter de tout ça. Quelques éléments concrets avant que je vais parler 2-3 minutes pour présenter un peu pour quelles raisons on a choisi ce thème-là, avant de passer la parole à Julien Salingue. Alors, il y a un repas qui est prévu, donc la participation est libre, c'est dans le seau qui est là-bas. Donc, la participation est libre au repas, mais elle est libre pour le financer aussi. Voilà. Et derrière vous, il y a un espace librairie, il y a Martine qui fait coucou, d'accord, mais il y a aussi un espace librairie, journal, revue, donc n'hésitez pas à vous réunir aussi autour là-bas pour voir un peu les idées qui circulent aussi à cet endroit. Voilà. Je crois que sur le côté concret, j'ai tout dit. Les camarades, il faudra me rappeler alors si j'oublie un truc. Hein. Bien. Pourquoi ce thème? L'idée de départ, alors on est militant on est présent dans le collectif Bienvenue Migrants sur Montpellier, que des camarades présenteront tout à l'heure, mais il y avait l'idée de prendre à bras-le-corps des arguments qui ont été échangés lors d'un débat qui a émergé à la fois à travers des réactions suite à un nouveau parti qui se montait en Allemagne, qui s'appelle Debout, par une Sarah Wagenknecht, qui est une figure un peu importante de Die Linke, qui avait comme projet de rompre un peu avec ce qu'elle appelle la bonne conscience de gauche sur la question de l'immigration. Et ce projet a eu un écho, entre guillemets, favorable, on va dire, dans une partie de la gauche en France, notamment des cadres de la France insoumise. Et puis, il y a eu ça, et puis la réaction également parmi notre corps social, entre guillemets, nos alliés, hein, sur la question d'un manifeste, qui était somme toute un rappel un peu de choses qui sont y compris dans des conventions de l'ONU, hein, sur la liberté en fait, de choisir son lieu d'installation, quelque chose que l'ONU consacre, donc ça peut être, y compris, peut paraître paradoxal de consacrer un débat sur des choses qui sont, entre guillemets, qui relèvent d'un droit non contraignant, mais d'une forme de droit international. Et donc la réaction à ce manifeste, et le fait que par exemple des gens comme Mélenchon ou comme Lordon aient refusé de le signer et argumenté les raisons pour lesquelles ils ont refusé de signer ce manifeste, il nous paraissait que là il y avait un truc à discuter. En tout cas, il y a des arguments qu'il fallait essayer d'échanger. Et c'est vrai que quand on présente la soirée, il y a plus grand monde aujourd'hui pour s'opposer aux idées xénophobes, nationalistes présentes dans toute l'Europe et au-delà. Alors, bon, peut-être c'est pas très modeste. Nous, on pense qu'on fait un peu partie de ceux qui essayent de lutter contre ces idées, et c'est un peu l'objectif de ce soir. Alors, sur je vais revenir juste rapidement sur un des axes importants dans ce débat sur la création de Debout en Allemagne, et par rapport au manifeste qui avait été lancé par Mediapart, la revue Regard et des personnalités. L'ensemble des arguments, en fait, je fais 2-3 citations, mais l'ensemble des arguments tourne autour d'une nécessaire. Il faudrait déconnecter, en fait, les vraies questions, qui sont les questions sociales, de questions un peu annexes, qui relèvent de l'égalité des droits. Donc c'est par exemple quelqu'un comme Kuzmanovic, qui est un proche de Jean-Luc Mélenchon, qui a été son conseiller pendant la campagne, donc qui déclarait, il y a maintenant, par rapport à l'initiative allemande, hein, il y a maintenant 30 ans, la social-démocratie a choisi de construire l'Union européenne libérale plutôt que de défendre les classes populaires.
Pour se distinguer de la droite, cette gauche s'est concentrée sur les questions sociétales, le féminisme, les droits LGBT et les migrants, qui d'ailleurs ne sont pas spécifiquement de gauche. Bien sûr, ces sujets ne doivent pas être écartés, mais ils ne peuvent être séparés de ce qui doit être pour la gauche le cœur de son combat politique, la défense des classes populaires et la lutte contre le capital. Sur la question migratoire en particulier, la bonne conscience de gauche empêche de réfléchir concrètement à la façon de ralentir, voire d'assécher les flux migratoires, etc. etc. Les déclarations de Mélenchon vont dans le même sens. Je ne suis pas d'accord pour faire comme si l'immigration était quelque chose de naturel, de désirable, de souhaitable. Il n'est pas pour en faire un axe central de la campagne européenne. Lordon déclarait des propos similaires, sachant que Lordon occupe une place un peu comme le radical au sein de ceux qui sont radicaux. Alors il a nuancé un peu ses propos dans un entretien dans le site Ballast, mais c'est des propos qu'il a déjà tenus dans un ouvrage qu'il a sorti sur l'euro, et il ne remet pas fondamentalement en cause ce qu'il déclarait, notamment le problème des salariés français, ce ne sont pas les migrants, c'est la mondialisation. Par conséquent, nous appelons la démondialisation, sortie de l'euro en tête. Il rajoutait dans ce post de blog, la bataille pour l'égalité des droits n'a aucun sens tant qu'on demandera d'abord à en fait, changer les structures qui empêchent que les droits soient appliqués. Alors, il y a une idée qui me semble un peu dangereuse derrière, c'est l'idée d'abord qu'il y a un combat prioritaire et puis les autres ils vont attendre un peu. Et l'idée, c'est cette déconnexion. Elle paraît dangereuse parce qu'en fait, elle affaiblit l'ensemble du mouvement, que ce soit les luttes entre guillemets sociales et les luttes pour l'égalité des droits. Et c'est quelque chose qui est affaiblissant pour l'ensemble des mobilisations. Et c'est un enjeu pour nous, dans la mesure où, pour ceux qui veulent changer le monde, il y a un enjeu de structurer une force politique, un sujet politique, capable de changer les choses. Et l'idée qu'il faudrait découper les deux, c'est un peu à rebours de construire un sujet politique qui a une force sociale importante. Et je voudrais par rapport à ça vous citer, sans vous dire à quelle date, bon il n'y aura pas un gros suspense, à quelle date cet événement a lieu. Ça raconte une grève dans un bassin ouvrier, et la manière dont elle commence, et qui prend complètement à rebours justement cette idée de déconnexion de l'égalité des droits, la lutte pour l'égalité des droits, l'antiracisme et la question sociale. Donc le mouvement commença par l'agitation des ouvriers étrangers, en l'occurrence des Italiens, appelés en grand nombre dans le bassin de Longwy par les compagnies. Celles-ci les mettaient en concurrence avec les ouvriers français, les opposaient les uns aux autres, et grâce à cette rivalité soigneusement entretenue, les soumettaient tous à la plus dure exploitation. Ce furent les Italiens qui fondèrent les premiers un comité de propagande qui adhéra immédiatement à l'Union socialiste italienne, dont le siège est à Paris. Une section fut fondée à Tille et une à Saint-Martin. C'est à cette dernière réunion que pour la première fois, Cavallasi, un militant italien, prit la parole en public. Il recommanda à ses compatriotes d'oublier plus que jamais les divisions qui existaient et qui avaient à dessein été créées par le patronat, entre eux et les ouvriers français. Et il les engagea pour sceller ce pacte de réconciliation définitif à entrer au syndicat. On est en 1903-1905, et la grève qui va en fait construire le mouvement ouvrier à Longwy, elle est lancée par des ouvriers étrangers. Et ce qui paraît important là-dedans, c'est pas simplement que plus on est nombreux, plus on est fort, mais c'est l'idée que entre guillemets, la classe ouvrière, le sujet qui peut changer les choses, c'est une construction politique. C'est pas un truc qu'on prend comme ça, sur lequel on pourrait dire, et qu'on entend, la classe populaire, les ouvriers, ils sont pas, ils sont pas en mesure d'entendre une solidarité avec les migrants et compagnie, parce que ce qui nous intéresse, c'est les salaires et tout ça. En fait, il y a un enjeu sur la délimitation de ce sujet. Est-ce que c'est une base nationale ou bien est-ce que c'est une base autre qui est celle de l'opposition ouvrier-patron plutôt que nationaux-étrangers? Et dans cette argumentation sur la déconnexion des deux choses, je pense qu'il y a derrière la construction d'un sujet politique davantage sur une base nationale que sur une base, entre guillemets, ouvrier-patronat, sachant que c'est aussi oublier en fait ce que c'est que la classe ouvrière. C'est comme si la classe ouvrière était, il n'y avait pas de personnes qui avaient migré, que ce soit même en France d'une région à une autre, ou à l'échelle de la planète, entre différents pays. Et quand Mélenchon dit travailler au pays, ça ne va pas être qu'un truc de bobo, en fait, bon, ça c'est un peu bisounours, mais j'ai envie de dire, nous, notre pays, c'est la planète. Donc travailler au pays, c'est choisir simplement là où on veut pouvoir s'installer. Et ce qui suppose du coup de questionner cette idée de frontières, de liberté d'installation,
et quels enjeux il y a autour de ça. Alors, je terminerai juste avec le fait que il y a à gauche aussi des positions qui sont, comme par exemple la CGT, Philippe Martinez qui a fait une tribune dans Le Monde, pendant qu'il y avait ce débat-là, sur le fait que c'est pas l'immigration qui crée du dumping social, c'est l'absence de droits, avec l'idée que justement c'est l'extension des droits sociaux à tous qui est la meilleure garantie contre, justement, et pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y aura une solidarité qui se crée avec les grèves de sans-papiers, c'est entre guillemets, les conditions de vie de l'ensemble du salariat qui sont tirées vers le haut. Alors sur le fait que cette idée de migrants, d'immigration, de racisme ne soit pas une question centrale, en réalité elle l'est au quotidien. Il y a des grèves de sans-papiers, il y a des morts en Méditerranée. Et là dernièrement, il y a la hausse des frais d'inscription à l'université. En fait, le truc classique, c'est-à-dire que la hausse, elle n'a pas été faite pour tout le monde. Elle a été d'abord faite pour les étrangers non ressortissants de l'Union européenne. Donc c'est un argument qui est permanent et contre lequel nous, on ambitionne de lutter. L'idée, c'est que ceux qui doivent être unis ne soient pas divisés par le poison du racisme. Voilà pour le cadre général, et je passe la parole du coup à Julien. Bon, merci William, et bonsoir à toutes et à tous. Et je suis content d'être ici. La dernière fois que j'étais venu, je crois que c'était pour parler de la Syrie, si je me trompe pas. Voilà, donc là on va un peu changer de thématique, mais pas complètement, bien évidemment. Et je trouve que ce nom Résister à l'ère du temps est vraiment un excellent nom. Voilà, c'est par ailleurs le nom du site que moi j'entretiens depuis 7 ou 8 ans maintenant. Donc je ne peux qu'être d'accord avec ce choix. Et ça venait évidemment du camarade Daniel Ben Saïd avant, qui avait écrit notamment un bouquin sur les théorèmes de la résistance à l'ère du temps. Et je vais commencer par une petite citation, une vieille. Le passeport est la partie la plus noble de l'homme. D'ailleurs, un passeport ne se fabrique pas aussi simplement qu'un homme. On peut faire un homme n'importe où, le plus étourdiment du monde et sans motif raisonnable. Un passeport, jamais. Aussi reconnaît-on la valeur d'un bon passeport, tandis que la valeur d'un homme, si grande qu'elle soit, n'est pas forcément reconnue. Voilà. Donc là, on est dans les années 40, et c'est Dialogue d'exilés de Bertolt Brecht, qui n'est pas son livre le plus connu, mais qui est un excellent ouvrage, une discussion entre deux exilés dans une gare, au moment de la Seconde Guerre, des années 30, les années 40. Et quand Brecht écrit ça, il est lui-même exilé en Californie à cette époque-là. Et on est dans une période, au moment où il écrit ça, qui est une période particulière, les années 30, puis la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vrai que depuis quelques temps maintenant, il y a une tendance, y compris Macron l'a dit l'autre jour, à vouloir faire des parallèles entre les années 30 et la situation d'aujourd'hui. Alors c'est pas de ça dont je suis venu vous parler, mais par contre ce qui est certain, c'est que si on parle de l'ère du temps, l'ère du temps actuellement, alors c'est pas les années 30, voilà, parce que l'histoire elle se répète pas de manière identique, mais par contre l'ère du temps ils sont quand même super mauvais quoi. Voilà, l'air du temps, ils sont très mauvais. On peut faire, c'est jamais bien de faire des listes, mais on peut faire une petite liste de noms. Je vais vous les donner dans le désordre, pas par ordre de préférence, mais bon, Donald Trump, Viktor Orban, Erdogan, Poutine, Salvini, Bolsonaro, le plus récemment, élu au Brésil. Il y en a bien d'autres, des comme ça. On est dans une époque où la question de la droite extrême, de l'extrême droite, des courants autoritaires n'est plus une hypothèse quant à leur possibilité d'accéder ou non au pouvoir. Moi je me souviens pendant des années on écrivait l'extrême droite est aux portes du pouvoir. Bon il y a une série de pays, elle a passé les portes quoi. Voilà, on est dans une situation dans laquelle des gens qui sont des apologistes de dictature, dans laquelle des gens qui sont des antisémites notoires, dans laquelle des gens qui sont, je vous fais pas la liste intégrale, mais ils accèdent aux responsabilités par les voies démocratiques. C'est ça qui est particulièrement frappant.
C'est-à-dire que les noms que je vous ai donnés là, c'est des gens qui ont gagné les élections. Et qui malheureusement s'inscrivent dans une tendance internationale. Puisque ce qu'on voit à l'échelle internationale, c'est quand même un développement de ces courants et une institutionnalisation de ces courants-là. Alors pour l'instant la question n'est pas tranchée, mais longtemps on s'était dit ces courants, quand ils accèdent au pouvoir, ils changent de nature, ils sont obligés quand même de devenir un peu plus raisonnables, etc. parce que les institutions... Bon, pour l'instant les démonstrations ne sont pas complètement faites et on parle de pays, donc c'est pas que c'est plus grave dans ces pays-là, mais c'est plus symbolique. Des pays comme le Brésil, des pays comme l'Italie sont des pays, moi je me rappelle quand j'ai commencé à militer, il y a une vingtaine d'années, on avait les grands débats en France à propos de la gauche dans ces pays-là, notamment le Brésil. On avait des discussions sur le Brésil, le Parti des travailleurs, les forums sociaux, Porto Alegre, toutes ces choses-là. Le Brésil c'était hyper inspirant. 20 ans après, 15 ans après, quand on discute du Brésil, maintenant on discute de est-ce que tous les militants du PT vont être tout de suite mis en prison ou est-ce qu'il y en a qui vont pouvoir s'enfuir, ce genre de choses qui dit quelque chose de l'ère du temps. Je ne rentre pas dans les détails, mais disons que c'est la porte d'entrée que j'ai choisie ce soir, c'est pour dire que les problématiques qu'on discute et qu'on va discuter là sur les questions de liberté de circulation, d'immigration, de migration, sont des problématiques qu'il faut penser dans une situation politique internationale qui est celle-ci, qui est celle d'une crise de gouvernance, on pourrait dire, des bourgeoisies traditionnelles, de leurs partis traditionnels qui gouvernaient les États, les démocraties bourgeoises occidentales avec beaucoup de guillemets. Et en fait, ce qu'on appelait l'alternance politique, c'est quelque chose qui petit à petit est arrivé à essoufflement. Et donc de plus en plus, on a une montée de courants politiques. Ça peut s'exprimer de manière très différente. Emmanuel Macron est l'expression de ça à sa façon. Emmanuel Macron, c'est l'expression de l'essoufflement des deux partis traditionnels qui géraient les affaires de la bourgeoisie en France, le PS et la droite. Macron s'est engouffré là-dedans. Il y a d'autres États, c'est pas Macron. Il y a d'autres États, c'est d'autres types de courants politiques. Une crise de gouvernance qui est liée à une crise économique qui a précédé en réalité cette crise de gouvernance, qui la conditionne, qui l'organise, une crise économique de laquelle finalement les partis traditionnels de la bourgeoisie n'arrivent pas à se sortir parce que ce qu'ils proposent comme recettes sont des recettes qui au mieux repoussent les échéances, au pire entretiennent la crise, et dans des conditions pareilles, on a la diffusion à l'échelle internationale de crises de régime au pluriel qui font qu'on est dans une situation politique de plus en plus instable, une situation dans laquelle les questions de militarisation, de rivalité entre États, y compris des États capitalistes développés, etc., se posent de plus en plus. Il ne faut pas surestimer les choses, mais quand on voit un Donald Trump qui fait les déclarations qu'il a faites par rapport à l'hypothèse d'une armée européenne, c'est pas rien. Voilà, bon, alors il le fait à la Trump, donc il fait des tweets dans lesquels il dit si les Américains n'étaient pas là, les Français parleraient allemand. Bon, traditionnellement, on nous disait qu'ils parleraient plutôt russe, même si les Américains n'étaient pas là. Mais c'est un autre problème. Mais voilà, on est dans cette configuration internationale là. Et si je commence par ça, c'est parce que les questions qu'on va se poser ce soir, elles se situent forcément dans cette configuration internationale là. Une grande instabilité qui impose d'être capable de comprendre qu'il y a de l'instabilité, mais qui impose aussi d'être capable de maintenir un certain nombre de caps et de garder un certain nombre de boussoles. Parce que c'est pas parce que tout est déstabilisé que tout est remis en question, y compris les principes les plus importants. Et ça, c'est une question qui est posée à la gauche aujourd'hui. Le monde est déstabilisé, les régimes politiques traditionnels sont déstabilisés, les structurations politiques traditionnelles sont déstabilisées, les camps sociaux sont de moins en moins clairement exprimés et se pensent de moins en moins, en tout cas en ce qui concerne le nôtre, comme étant un camp social. Donc évidemment que ça amène à se poser des questions, à remettre des choses en question, mais par contre ça amène aussi à se dire il y a des caps qu'il faut garder. Comme dit le camarade Olivier Besancenot, il y a peut-être des digues à construire pour éviter d'être emporté par le courant, par la tempête, par pire que ça. Et pour moi, les questions de liberté de circulation, d'installation, en réalité, la façon dont elles se posent et dont elles se sont reposées récemment, c'est l'expression de ça. L'expression 1 de cette crise internationale et l'expression 2 de finalement cette crise idéologique qui peut exister, y compris dans la gauche, et de la difficulté à garder le cap. Pour revenir sur les passeports,
C'est un truc dont on ne se rend pas compte quand on habite dans un pays comme la France. C'est qu'un passeport, c'est un document administratif, mais c'est un des principaux symboles des inégalités à l'échelle internationale, le passeport. Vous avez un cabinet de conseil, alors c'est des salopards, hein, Henley Partners, il s'appelle, juste le nom déjà c'est suspect, mais tous les ans ils font un classement de ce qu'ils appellent la puissance des passeports. C'est-à-dire en fonction du pays dans lequel tu habites, ton passeport, à combien d'autres pays il te donne le droit d'accéder sans visa ou juste en payant un visa à l'arrivée. Et ils font un classement. Et c'est très intéressant comme classement. En tête de ce classement, en fonction des années, c'est la France, le Japon, l'Allemagne, Singapour, la Corée du Sud, les États-Unis, la Grande-Bretagne, etc. On peut aller avec des passeports qui viennent de ces pays-là entre 186 et 190 pays. Voilà. Et puis en bas du classement, cette année, vous avez l'Afghanistan, l'Irak, la Somalie, la Syrie, le Yémen, le Pakistan, l'Érythrée, la Somalie, etc. Dans lesquels on peut, avec les passeports desquels on peut aller dans 30, 32, 33, 37 pays. Voilà. Donc vous avez une échelle du passeport qui raconte quelque chose. C'est qu'il y a une inégalité structurelle du fait du pays dans lequel on habite quant à finalement les destinations dans lesquelles on peut aller. Quand on est en France, il y a une série de questions, en fait, on ne se les pose pas parce qu'on ne les comprend même pas, parce qu'on ne les vit pas. On ne sait pas ce que ça veut dire d'être bloqué quand on est français de passeport. Je précise. On ne sait pas ce que ça veut dire. Quand on est dans des pays comme ceux que je viens de lister, c'est une question absolument essentielle. Et pas que pour le tourisme. J'aurai l'occasion d'y revenir. On a une inégalité fondamentale à l'échelle internationale, et c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir à l'esprit. C'est qu'en réalité, les inégalités de puissance de passeport sont le révélateur d'une longue histoire de construction de rapports de domination entre des États à l'échelle internationale. Parce que comment ça se passe les passeports? C'est des accords entre des groupes d'États ou des accords entre des États. Mais au bout d'un moment, on se dit qu'il y a un problème, parce que si c'est des accords entre des États, en fait, c'est que les accords ne sont pas réciproques. Voilà, quand vous avez un passeport français, il y a plein d'États où vous pouvez aller parce qu'il y a un accord avec cet État-là, mais l'État en question, si vous avez un passeport et que vous voulez venir en France, vous ne rentrez pas. C'est un petit peu plus compliqué, il va falloir aller au consulat, il va falloir faire des démarches. C'est-à-dire que les accords bilatéraux eux-mêmes sont des accords qui intègrent les rapports de domination. Et ça, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, et c'est pour ça que finalement, c'est parce que c'est le révélateur de ces logiques de domination que traditionnellement, dans la gauche, dans le mouvement progressiste, on remettait en question ça. Parce que fondamentalement, et c'est le premier point que je voudrais développer, c'est que la liberté de circulation et d'installation n'est pas une revendication morale, n'est pas une revendication pour les naïfs, n'est pas une revendication juste pour plus d'humanité. La revendication de la liberté de circulation et d'installation, c'est une revendication politique pour l'égalité des droits. Voilà, c'est une revendication politique pour l'égalité des droits. On est dans un contexte particulier où, comme il y a des vagues, comme on dit, migratoires, de gens qui fuient des pays en guerre, de gens qui fuient des crises climatiques, de gens qui fuient des crises politiques, on se pose la question de la liberté de circulation et d'installation uniquement sous l'aspect de la crise, et donc de l'accueil et de l'urgence. Voilà. Il y a des gens qui fuient, il faut les accueillir, oui, mais la liberté de circulation et d'installation, c'est pas ça. Là, on parle de l'accueil. Accueillir des populations qui fuient, c'est les déclarations des droits, déclaration internationale des droits de l'homme, ce genre de choses. C'est pas la liberté de circulation et d'installation. La liberté de circulation et d'installation, c'est cette idée, profondément subversive, par ailleurs, dans le système dans lequel on vit, qui consiste à dire que, quel que soit l'endroit où on est né, et quel que soit le pays, quelle que soit la nationalité qu'on a, on a le droit de se déplacer, on a le droit de s'installer, et pas uniquement quand on est issu d'un pays capitaliste dominant. Parce que quand on est issu d'un pays capitaliste dominant, les questions de liberté de circulation et d'installation ne se posent pas, parce que de fait, on l'a. On a le droit. On peut le faire. Vous avez remarqué, on ne dit pas les migrants, on dit les Français de l'étranger, on dit les coopérants, on dit les expatriés. C'est comme ça qu'on les appelle quand ils viennent des pays dominants. Par contre, quand ils viennent des pays dominés, on leur trouve plein de sales noms. Voilà. Et en fait, l'égalité des droits, c'est tout ça. Enfin, la liberté de circulation et d'installation, c'est tout simplement de contester cette hiérarchie dans les droits
en fonction uniquement du lieu de naissance. Ce qui n'a rien à voir avec de la morale, ce qui n'a rien à voir avec de la naïveté, ce qui a à voir avec un combat politique qui est quand même dans le code génétique normalement des mouvements progressistes, qui est tout simplement de dire que quelle que soit sa catégorie sociale, sa religion, sa nationalité, etc., etc., on a les mêmes droits. Voilà. Bah, aujourd'hui, ne pas être pour la liberté de circulation et d'installation, c'est être contre l'égalité des droits. Je commence par ça, c'est peut-être un peu sec, mais en réalité, c'est comme ça que la question se pose. Deuxième point, ça c'est un peu les principes, comment elle se pose aujourd'hui? Elle se pose autour, je ne développerai pas parce que tu l'as dit, de deux phénomènes. Le premier, c'est le fait que depuis plusieurs années, on est confronté à ce que certains ont appelé une crise migratoire, que d'autres qualifient plutôt de crise de l'accueil. C'est plus juste. Mais en réalité, des mouvements de population importants qui sont liés à des guerres, qui sont liés à des situations de déstabilisation politique, qui sont liés au changement climatique et à ses conséquences. Un certain nombre, aujourd'hui, c'est des millions de gens qui migrent pour des raisons directement ou indirectement liées au changement climatique, et j'y reviendrai, c'est quelque chose qui va ne faire que s'accroître, quelque chose qui va continuer, c'est quelque chose qui va durer. Mais donc, on est passé à une échelle qui n'était pas forcément la même que celle qu'il y avait il y a 10 ou 15 ans. En raison de la crise économique, en raison de ses conséquences politiques, etc. etc. Dans ces termes, enfin, se repose, on va dire, et elle se pose avec particulièrement d'actualité ces derniers temps, et notamment cet été, parce qu'il y a la tragédie de ces milliers de migrants qui meurent en Méditerranée. Et contrairement à ce qu'on a essayé de nous vendre, c'est pas fini. Voilà, c'est pas fini. On est à 17 500 morts, je crois, depuis 4 ans. Mais avec un chiffre qui n'est pas inintéressant, qui est qu'il y a de moins en moins de gens qui arrivent, il y a de plus en plus en proportion de gens qui meurent en Méditerranée. Les derniers chiffres disaient le nombre total de personnes arrivant en Europe a chuté de 41% entre 2017 et 2018. Donc, il y a 41% de moins par rapport à l'année précédente. Par contre, alors qu'en 2017, une personne sur 42 mourait en traversant la Méditerranée, en 2018, c'est une personne sur 18. Voilà, donc il y a peut-être moins de gens qui bougent, mais en proportion, il y a beaucoup plus de gens qui meurent. Et pourquoi? À cause des politiques de l'Europe forteresse. Dire, c'est pas que soudain, les gens traversent moins bien la Méditerranée. C'est que c'est beaucoup plus difficile. Donc la question se pose par un aspect très concret qui est des populations qui arrivent et qui meurent, et elle se pose aussi, avec ce que tu as évoqué, par le fait que des débats ont commencé à se poser dans la gauche, notamment suite à l'initiative de Sarah Wagenknecht, là, donc Aufstehen, debout, avec cette idée, derrière la naissance de ce mouvement, qu'il faut que la gauche en finisse avec sa naïveté sur les questions migratoires. Voilà, c'est ça le discours d'Aufstehen, qui consiste à dire globalement, il ne faut pas laisser le terrain à l'extrême droite sur les questions migratoires, et donc il faut que la gauche prenne ses responsabilités et qu'elle arrête d'être naïve. Voilà, et nous aussi, on a des choses à dire, et une des choses qu'on doit dire, c'est qu'on ne peut pas accueillir tout le monde. Voilà, on ne peut pas accueillir tout le monde. Dire on ne peut pas accueillir tout le monde, c'est qu'on n'est pas pour la liberté de circulation et d'installation. Donc j'en fais pas une religion, hein, la liberté de... Voilà. Mais le dire clairement, c'est ça. On ne peut pas accueillir tout le monde. Et c'est un débat qui, voilà, qui a eu des échos en France et qui s'est cristallisé autour de l'appel que tu évoquais, des échanges un peu polémiques qu'il y a pu y avoir, etc. Bon, voilà, et je le dis là, parce que je vais peut-être après désagréable avec certains courants politiques, mais l'idée n'est pas de polémiquer gratuitement, quoi, pour le plaisir de cultiver la différence ou le sectarisme. C'est de considérer que sur des questions politiques comme celle-ci, qui dans la période dans laquelle on est, parce que si c'est un moyen de lutter contre l'extrême droite, vu ce que je disais avant, eh ben discutons-en. Est-ce que c'est un moyen de faire reculer l'extrême droite, vu que c'est une menace dont on a tous conscience. Donc discutons-en et engueulons-nous s'il le faut. Soyons pas d'accord entre nous, mais à la condition que ne soit pas considéré comme du sectarisme, quelque chose qui est une critique politique pour des raisons politiques. Et donc, bon, il y a eu ces débats, il y a toujours ces débats dans la gauche.
avec, c'est le troisième point sur lequel je voulais venir, traditionnellement, vous avez un argument de droite pour s'opposer à, et qui continue d'exister, pour s'opposer à l'installation, la circulation, etc. C'est l'argument, on va dire, culturel, qui consiste à dire ça détruit notre identité. Alors la version la plus, j'allais dire extrême, mais malheureusement qui est de plus en plus mainstream, c'est cette idée de grand remplacement, de on perd notre identité, on perd... voilà, mais c'est un truc qui a été diffusé, y compris par des intellos, sur finalement la question de la crise culturelle, sur tous ces trucs-là. Donc voilà, les Français savent plus où ils habitent, ils peuvent plus aller acheter du cochon peinard chez eux. Derrière ça, il y a cette idée, mais bon, traditionnellement, c'est plutôt un truc de droite, quoi. Le truc de gauche, pour s'opposer ou pour critiquer la liberté de circulation, d'installation, c'est plutôt un argument, on va dire, économique. C'est-à-dire de dire, le patronat utilise les migrants et l'immigration pour exercer des pressions sur les salariés qui sont déjà là, quoi. Cette idée que finalement, il y aurait une mise en concurrence des travailleurs étrangers, des travailleurs migrants avec les travailleurs qui sont déjà présents, et que finalement, vouloir être généreux avec les migrants et être favorable à une liberté de circulation et d'installation totale, ça irait en contradiction avec la défense des droits des salariés déjà présents et des salariés qui seraient présents dans le futur. Alors, par rapport à cette, et y compris c'est un des principaux arguments qui a été avancé par Sarah Wagenknecht et par Ricochet ou par initiative politique personnelle par la France Insoumise. C'est cette idée que, là je cite Mélenchon, qui dit que les capitalistes utilisent l'immigration pour faire pression sur les salaires et les acquis sociaux. Il y a des guillemets. Voilà. Et donc derrière ça, la naïveté conduirait finalement à une régression générale. Que penser de ce type d'argument? La première chose, il y a quand même un truc assez simple, c'est qu'aucun économiste, même les économistes les plus bourgeois, même les économistes les plus radicaux, même tous, aucun n'a pu démontrer d'une façon ou d'une autre qu'il y aurait un lien mécanique entre immigration et conditions de travail et amélioration ou dégradation des conditions de travail. Ça n'existe pas. Voilà. Parce qu'on l'attend toujours, l'étude. Parce que des gens qui défendent ce genre d'argument, normalement, il faut qu'ils s'appuient sur quelque chose. Eux, ils ne l'ont pas trouvé. Moi, je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé non plus. Je me dis, ils ont dû la chercher plus longtemps que moi. Mais non, ils ne l'ont pas trouvé. Pourquoi? Parce qu'elle n'existe pas. Parce que par contre, ce qu'un certain nombre d'économistes, y compris de droite par ailleurs, ont établi, c'est que, ça dépend. Ça dépend des rapports de force politiques et sociaux globaux. Dans des rapports de force politiques et sociaux globaux très dégradés pour la classe ouvrière, le patronat va pouvoir s'appuyer effectivement sur la présence de gens qui sont prêts à accepter beaucoup moins pour essayer de faire la pression sur tout le monde, mais dans des rapports de force politiques qui ne sont pas ceux-là, et sociaux, et le patronat ne va pas pouvoir faire ça. Et on peut prendre un exemple simple. Je ne crois pas que la forte immigration qu'il y a eu en France dans les 30 années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale correspondent à une période de recul sociaux pour les salariés français. C'est même le contraire. Donc c'est pas pour dire grâce à, mais bon, c'est une démonstration très concrète que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, et je ne vais pas développer plus longtemps, on pourra revenir dans la discussion. Ce n'est pas le cas tout simplement parce que considérer que ce serait un moyen de tout temps pour la bourgeoisie et le capital de faire pression sur les salaires, sur les conditions de travail, etc. Et si on considère ça, on se demande, mais pourquoi le gouvernement Macron, qui quand même, on l'a suffisamment dit, est au service des riches, est au service du MEDEF, est au service du capital de manière générale, pourquoi il ferme les frontières? Si faire venir des dizaines ou des centaines de milliers de gens, c'est un moyen d'attaquer les droits sociaux, de les faire baisser, etc., pourquoi il ferme les frontières? Qu'est-ce qui lui prend? Parce qu'il aurait peur que ce ne soit pas assez efficace. Pourquoi il fait ça? Mais parce qu'en réalité, il n'y a pas de lien mécanique entre les deux, loin de là. Et il y a une confusion qui est faite, parce que bien évidemment, il y a des patrons, il y a des responsables politiques qui utilisent
qui instrumentalise l'arrivée de personnes immigrées, de migrants, etc. Mais il y a une confusion entre l'opportunisme, l'effet d'aubaine qui peut exister pour certains secteurs du patronat français qu'on peut identifier, la restauration, le bâtiment, etc. Eux, oui, bien sûr, mais c'est des secteurs très précis. Et opportunisme et effet d'aubaine. Il y a une confusion entre ça et l'idée qu'on aurait une politique organisée liée à une idéologie construite pour organiser toutes ces choses-là. Et c'est là où Mélenchon va plus loin encore. Il dit que l'immigration, je cite, est organisée par les traités de libre-échange. Organisée par les traités de libre-échange. Et là, on a un souci. C'est-à-dire, penser que les traités de libre-échange ont vocation à organiser une immigration pour faire pression sur les salaires, c'est complètement, enfin, je veux dire, à côté de la plaque d'un point de vue économique, et dangereux, et c'est le point d'après que je voudrais évoquer, très dangereux sur le plan politique. Parce que quand on dit que, finalement, on ne peut pas accueillir tout le monde parce que ça va être la pression sur les salaires, parce que, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on avance des arguments qui sont des arguments économico-techniques. C'est-à-dire de considérer l'économie comme étant quelque chose qui est indépendant des rapports de force politiques et sociaux. Il n'y a pas la place pour accueillir tout le monde. Ça entraînerait mécaniquement des baisses ou ce genre de trucs, parce qu'en fait, il n'y aurait pas assez de travail pour tout le monde. C'est ça qu'on dit, forcément. S'il y a assez de boulot pour tout le monde, on ne voit pas comment le patronat pourrait utiliser ou ce genre de choses. Mais sauf que c'est des questions politiques, c'est pas des questions techniques. Le temps de travail, c'est une bataille le temps de travail. Si on baisse le temps de travail, ça libère de la place pour que plus de gens puissent exercer une activité salariée. La place, entre guillemets, matérielle, il n'y a pas la place. Il y a plus de logements vides en France qu'un migrant qui pourrait arriver en 10 ans. Voilà, donc, contrairement à ce que certains racontent en mettant en opposition les SDF bien français de chez nous, dont ils n'ont rien à foutre toute l'année, et ça ne les intéresse, et là je ne parle pas de Mélenchon, et ça ne les intéresse que quand il s'agit de dire on ne veut pas de migrants, on ne veut pas de foyer d'accueil, on ne veut pas de machin. Voilà, il y a de la place pour loger tout le monde. Si on baisse le temps de travail, il y a de quoi donner du boulot à tout le monde. Si on taxe les profits, si on taxe le capital, il y a de quoi financer les services publics qui permettront à tout le monde de bénéficier d'eux, etc., etc. Donc il n'y a pas de... et ça c'est Ruffin pour le coup, c'est pas Mélenchon, c'est Ruffin qui dit moi là-dessus je suis un peu d'accord avec Michel Rocard, on ne peut pas accueillir tout le monde. Voilà, moi ça me fait flipper en fait quand on dit ça, parce que quand on dit on ne peut pas, c'est qu'on considère que la bataille pour la répartition des richesses est perdue. Alors qu'en réalité, la bataille pour la répartition des richesses, elle se mène en permanence. Elle se mène en permanence, et elle se mène d'autant mieux, c'est un point de vue, mais tu citais Longwy, elle se mène d'autant mieux lorsqu'elle arrive à associer justement des catégories différentes qui découvrent ou qui confirment qu'elles ont des intérêts communs pour lutter ensemble, pour faire soit baisser le temps de travail, soit augmenter les salaires, soit tout en même temps, bien évidemment. Donc, cette argumentation économique, elle ne tient pas théoriquement et elle est super dangereuse politiquement. Et cette idée d'un patronat pro-migrant, en réalité, elle ne repose absolument sur rien. Elle ne repose sur rien. Et les quelques petits exemples qui peuvent être utilisés, si on rentre dans la logique comptable, dire oui, mais regardez quand même, là, dans la restauration, dans le bâtiment, tout ça, ils ont réussi à dégager tant de profits voilà. Et bien, si on va là-dessus, Martinez a raison. Le problème, c'est pas les migrants, le problème, c'est l'absence de droit. Voilà, le problème, c'est l'absence de droit. C'est parce que les patrons peuvent exploiter des gens qui n'ont pas de droit qu'ils peuvent tirer les salaires vers le bas. Mais s'il y a des droits, eh ben, la question ne se pose pas du tout de la même façon. Et si on va même dans les logiques strictement comptables, alors je vous avoue, moi je suis pas économiste, mais des fois j'essaie de compter, quoi. Le business de la lutte contre l'immigration clandestine est beaucoup plus florissant et beaucoup plus rentable que l'utilisation qui peut être faite de ceux qui arrivent à passer à travers les frontières. Frontex, les systèmes de surveillance, etc., etc. On parle de milliards d'euros, on parle de contrats absolument gigantesques. En 2015, le marché de la sécurité des frontières en Europe, c'est 15 milliards d'euros.
et on estime que ça va monter à 29 milliards en 2022. Voilà. Et c'est qui les entreprises qui sont dans ces trucs-là? Thales, G4S, Siemens, etc., etc. Donc, vous voyez, le patronat pro-migrant, visiblement, il y en a qui, soit ils n'arrivent pas à comprendre quels sont leurs intérêts, soit en fait ils comprennent parfaitement quels sont leurs intérêts, et bien évidemment qu'ils n'adhèrent pas à un quelconque projet de liberté de circulation et d'installation. Quatrième point que je voulais évoquer, c'est finalement, une fois qu'on a dit ces choses-là, bon, on est on va dire dans la revendication de dire non seulement il faut, mais en plus on peut, et le dire n'est pas pactisé avec la bourgeoisie. Bon, ce qui est quand même pas mal, quoi, pour commencer. Après, la question c'est, est-ce qu'on peut mettre finalement en opposition, parce que c'est ça qui est arrivé dans le débat, dans les discussions qu'on a eues ces derniers temps, est-ce qu'on peut mettre en opposition finalement l'accueil, la liberté de circulation et d'installation, et le fait qu'on ne doit pas accepter l'immigration comme étant une fatalité? Parce que ça, c'est un discours qui est beaucoup revenu. C'est dire, quand on dit liberté de circulation et d'installation intégrale, c'est ça qu'ils ont dit par rapport à l'appel. C'était un de leurs principaux arguments par rapport au manifeste. C'est dire, on renonce à lutter contre ce qui fait que les gens sont obligés de migrer. C'est-à-dire, on arrête le combat. On dit, bon bah voilà, les gens fuient, donc il faut les accueillir, et on oublie de dire, mais pourquoi est-ce qu'ils fuient? Et est-ce que finalement, la priorité n'est pas d'empêcher de se battre contre les raisons qui font qu'ils fuient, et elles. Bon. Et là, il y a un problème, là aussi. C'est-à-dire que c'est de les mettre en contradiction. On peut tout à fait être favorable à la liberté de circulation et d'installation intégrale, et considérer qu'il est plus qu'urgent de lutter contre tout ce qui cause l'émigration forcée. L'émigration forcée. Les guerres, soit les guerres à laquelle la France participe directement, soit les ventes d'armes, soit les régimes qui sont soutenus économiquement, etc., et qui foutent sur les routes des... Voilà, il y a toute cette dimension-là. Il y a la dimension réchauffement climatique. Évidemment, il faut lutter contre. Il ne faut pas considérer que c'est une fatalité. Voilà, il y a des drames qui existent déjà, et il y a des hyper-drames qui vont arriver bientôt. Là, je voyais, c'est l'affaire le lac Tchad, qui a l'air d'être un truc, mais absolument... Enfin, le lac Tchad a perdu 90% de sa superficie au cours des 40 dernières années. Et on parle de dizaines de millions de gens qui sont dépendants de l'eau de ce lac pour pouvoir vivre là. Et c'est pas que le Tchad, hein, c'est tous les pays qui sont autour. Si il n'y a rien qui est fait contre cette logique d'assèchement qui est due au réchauffement et au système d'irrigation, s'il n'y a rien qui est fait, on parle de dizaines de millions de gens qui vont devoir partir, parce qu'il n'y aura plus d'eau. Donc évidemment, il faut lutter contre les guerres et les politiques impérialistes, il faut lutter contre le réchauffement climatique, parce que pour toute une partie des gens qui sont obligés de migrer, pour 95% d'entre eux, entre les pays du Sud, hein, ils viennent pas. Voilà, un pays comme le Liban, un pays comme la Jordanie, des pays comme la Turquie accueillent à eux seuls à peu près autant que tous les États de l'Union européenne réunis. Voilà, donc les migrations sont principalement entre pays du Sud, mais bien évidemment qu'il faut considérer que pour beaucoup de gens, le départ, c'est un déchirement, et donc il faut lutter contre ces causes-là, parce qu'il n'y a pas de fatalité. Mais une fois qu'on a dit ça, là où on peut basculer, c'est quand on dit, comme nous dit Kuzmanovic avec ses mots à lui, orateur national donc de la France insoumise, c'est dire il faut assécher les causes des migrations. Et là, il y a un problème, parce qu'en fait, ça consiste à ouvrir la porte à cette idée qu'on doit avoir un combat politique dont l'objectif est que les gens ne migrent plus. Voilà. Et on n'est pas juste sur les mots, là. Moi, je préfère dire que notre combat politique, il doit faire que les conditions soient réunies pour que les gens puissent choisir s'ils migrent ou pas. Pas qu'il n'ait plus de raison de migrer. Parce qu'en fait, les raisons pour lesquelles les gens migrent, en réalité, ben moi, globalement, au moment où ils arrivent, je m'en fous. Voilà. Que ce soit considéré comme... Parce que c'est ça que ça ouvre comme porte. C'est de dire qu'il y en a que c'est légitime, et il y en a que c'est pas légitime qu'ils arrivent. Il y en a, ils auraient le droit,
Et il y en a quand même, ils abusent parce que chez eux, il n'y a ni la guerre, ni des catastrophes climatiques, ni etc. etc. Donc vous voyez bien le terrain glissant sur lequel emmène cette idée de la déconnexion entre la lutte sur les causes et sur la liberté de circulation et d'installation intégrale. Et on pourra y revenir dans la discussion, lutter contre les causes, bien sûr, mais dans ces cas-là, moi je suis pour qu'on aille jusqu'au bout de la logique. Il faut lutter contre les causes, tout en défendant que même si les causes n'existent plus, les gens ont le droit. Voilà. Mais s'il faut lutter contre les causes, eh ben, allons-y, mais allons-y complètement. Et c'est-à-dire que lutter contre les guerres, oui, lutter contre les systèmes d'alliance militaire, oui, mais à ce moment-là, il faut aussi lutter contre les restes du colonialisme français, hein, qui sont quand même pas rien. Ça veut dire qu'il faut défendre, qu'il faut exproprier les multinationales françaises qui pillent les richesses de l'Afrique. Ça veut dire qu'il faut que les troupes françaises et les bases militaires françaises quittent l'Afrique. C'est toutes ces choses-là, lutter contre les causes. Et malheureusement, il y en a, ils s'arrêtent au milieu. C'est-à-dire qu'il faut lutter contre les traités de libre-échange, mais par contre, les multinationales françaises qui exploitent l'Afrique, on dit rien. Et on est même très fiers. Voilà, vous allez dire que j'arrête pas de taper sur les mêmes, mais on est en discussion politique, visiblement pas ce soir, donc une autre initiative a été prise. Mais on est très fiers de dire que la France a la deuxième superficie au niveau côtier et que la France doit investir ses océans. Oui, enfin, excusez-moi, mais si on a la deuxième superficie au niveau des océans, c'est parce qu'il y a un empire colonial où il y a des restes, quoi. Voilà, donc si on veut aller au bout de la logique, d'en finir avec les causes et d'en finir avec les rapports de domination nord-sud, il faut en finir avec les rapports de domination entre la France et ses anciennes et pas si anciennes colonies. Et dernier point, c'est finalement on a cette idée que la revendication de la liberté de circulation d'installation, elle est fondamentalement anticapitaliste, voilà. Elle est fondamentalement anti-impérialiste, ce que je viens d'évoquer, mais je voulais finir là-dessus. Elle est en fait la simple expression internationaliste de la lutte pour une juste répartition des richesses. Voilà. Parce qu'à partir du moment où les pays du Sud sont pillés par les pays du Nord, qu'est-ce qu'ils font les gens du Sud qui viennent dans les pays du Nord? Ils viennent récupérer leur part. C'est-à-dire, leurs richesses sont transférées en permanence vers les pays du Nord. Que les populations viennent et finalement revendiquent, entre guillemets, même si évidemment ça ne se pose pas comme ça, mais qu'elles se retrouvent à venir dans les pays du Nord, c'est tout simplement parce qu'il y a des transferts de richesses qui s'opèrent en permanence, et qu'au bout d'un moment, c'est normal. À partir du moment où les richesses sont délocalisées, les populations qui ont besoin d'un minimum de richesses, entre guillemets, pour vivre, elles vont là où sont les richesses. Et ça, c'est d'une logique, en réalité, implacable. C'est-à-dire que si vous pillez en permanence toute une série de pays, si vous contribuez indirectement au pillage, le tout pour rapatrier des capitaux dans les pays impérialistes, au bout d'un moment, c'est tout à fait normal que les populations de ces pays-là viennent et revendiquent leurs dû. Là, il y a un truc symbolique, entre guillemets, qui est en train de se faire autour des œuvres d'art. Je trouve ça intéressant, parce que c'est symbolique d'une logique beaucoup plus globale. C'est qu'on a pris les œuvres d'art, mais on n'a pas pris que les œuvres d'art. Et on continue de prendre absolument tout. À partir du moment où on est dans des logiques inégalitaires de domination, d'extraction de richesses depuis les pays du Sud, c'est tout à fait normal qu'il y ait finalement des flux, entre guillemets, migratoires. Et quand je dis c'est juste la traduction internationaliste de la lutte pour la répartition des richesses, c'est que finalement, quand on dit en France, et quand on est capable de dire en France, c'est pas normal que la richesse produite soit captée pour une petite minorité de patrons, d'actionnaires, et que les salariés n'en voient jamais la couleur, on doit être capable de dire exactement la même chose au niveau international. C'est pas normal que la richesse produite soit captée dans un petit nombre de pays et que le reste de la population n'en voit jamais la couleur. Voilà. Et tant que, et c'est là, j'arrêterai là-dessus, tant que ne sera pas capable finalement de ne pas mettre en contradiction finalement la lutte contre le système qui génère tout ça, le truc de Lordon dit il n'y aura pas de droit pour les migrants tant qu'on sera dans l'euro.
c'est assez particulier quand même comme truc. Ça rappelle d'autres prises de position politiques, d'autres courants à d'autres époques. Voilà. Mais tant qu'on ne sera pas capable de ne pas les mettre en contradiction, c'est-à-dire de dire il faut lutter contre le système qui génère, mais le seul moyen de lutter contre le système qui génère ça, c'est de lutter avec l'ensemble de ces victimes, et donc en défendant les droits, et les droits pleins et intégraux de l'ensemble de ces victimes, eh ben, on n'ira jamais nulle part. Et je crois que c'est... J'arrêterai là-dessus, je crois que c'est Plenel qui disait ça à l'université d'été du NPA. Il disait une population qui n'est pas capable d'accepter les droits légitimes d'une autre population, c'est une population qui se prépare à consentir à la suppression de ses propres droits. Et c'est-à-dire que si on n'est pas capable de penser à l'échelle internationale cette idée que les richesses doivent être réparties et qu'il doit y avoir une égalité dans l'accès aux richesses et donc finalement un contrôle collectif dans l'accès aux richesses au niveau international, si on n'est pas capable de le penser au niveau international, et ben petit à petit, on va commencer à ne plus pouvoir le penser au niveau national. Et c'est là où c'est des imbéciles, ceux qui disent globalement que les revendications sociales de la classe, etc., seraient différentes ou en contradiction avec des revendications sur les migrants ou internationalistes. C'est qu'en fait, c'est exactement les mêmes. C'est exactement les mêmes. Et que quand tu renonces à l'idée de la répartition des richesses en raison de questions de nationales, et ben petit à petit, à l'intérieur même de ton camp social, tu vas intégrer l'idée que peut-être qu'il y a des catégories que tu ne vas pas intégrer dans la lutte pour la répartition des richesses, et finalement à l'arrivée, tout le monde sera perdant. Pour finir sur un truc plus pas négatif, mais c'est quand même de se féliciter que malgré les vents mauvais et malgré finalement des bougées dans la gauche qui sont inquiétants, il y a un certain nombre de prises de position politiques, syndicales, etc., qui montrent que la bataille n'est pas perdue, loin de là. Il y a un certain nombre d'initiatives qui sont prises. Il y en a eu cette semaine, il y a le 18 décembre, etc. On revient à la discussion. Bon, il y a plein de choses qui sont prises comme initiatives, donc voilà. Et les désaccords dans la gauche, ils ont fait discuter de cette question-là. Tant mieux, tant mieux que ça discute. Mais donc la bataille, elle n'est pas perdue, mais c'est certain qu'il va falloir continuer à la mener, et à la mener, bien évidemment, avec les premiers concernés, c'est-à-dire les migrants eux-mêmes. Donc, est-ce que c'est utopique tout ça? Je ne sais pas si c'est utopique, mais quand on vit dans un cauchemar, vaut mieux à un moment donné avoir deux, trois utopies. La liberté de circulation et d'installation, finalement, c'est une utopie qui est nécessaire. Donc, à partir de là, elle est complètement réaliste. Voilà.